Thorn s'était exprimé d'une voix détachée, presque mécanique, mais Ophélie ne s'y trompa pas. La voix du juge l'arracha à sa torpeur. La pluie redoubla sur les pavés, étouffant la voix et la silhouette de l'étudiante. Le timbre de sa voix était déformé par la réverbération des lieux, comme celui d'une étrangère. J'avais perçu dans sa voix une note de désespoir. « Pas grand-chose, conclut-il sur un ton où perçait une nuance déplaisante. » Une voix de femme un peu timide avait crépité dans le combiné. Une femme à l'élocution élégante, mais vernie de politesse. Des murmures de stupéfaction se répandirent comme une traînée de poudre à travers toute la rue piétonne. La foule explosa en un tonnerre d'applaudissements, le faisant sursauter. « Je vais chez les Duchemin », expliqua le vicaire à la question muette de Faustin. Je me mords l'intérieur des joues pour ne pas rire comme une imbécile. Rotten ravala la phrase assassine qui lui monta aux lèvres. Ophélie médita ses paroles tandis qu'elle se frayait un chemin à travers le couloir de service du rez-de-chaussée. L'Égyptien agita une main lasse pour lui intimer le silence. Le silence tomba dans la pièce et l'enveloppa. Maître Lynn laissa passer un silence auquel il donna une allure de réflexion, puis ses yeux se posèrent sur la jeune fille. Il fit volte-face en réprimant un grand cri. En laissant traîner ses oreilles, Charlie put constater qu'on en parlait beaucoup. Ophélie était le point de convergence de tous les regards. Ils se mesuraient du regard, elle assise devant son chocolat chaud, lui du sommet de sa tête démesurément grande. Absorbé dans sa contemplation du parc, il ne lui avait pas accordé un seul regard depuis qu'elle était entrée. Thorn décocha un coup d'œil soupçonneux aux fenêtres de la salle à manger. « Et puis, ajouta-t-il tout bas en se prenant d'un intérêt soudain pour ses souliers, « je crois que je suis en train de m'habituer à vous. » « Pas si fort, » chuchota Ophélie en un regard entendu pour la porte. Des regards intrigués nous ont accompagnés pendant que nous traversions l'immense pièce. Sarrazin leva vers lui un regard éteint et rempli de souffrance. Il dut se faire violence pour ne pas regarder en direction des fougères. Le regard de la sultane dévie lentement vers elle avant de revenir à moi. Son ton était toujours aussi courtois, mais une lueur dans son regard décourageait toute autre question. Ses yeux glissèrent sur lui avec indifférence. Une fois la porte fermée, l'expression aimable de Firgun s'évanouit. Sa bouche prend un pli sévère lorsqu'elle jauge celui qui m'accompagne. Son visage adopte instantanément l'expression qu'on attend de lui. Il refusa d'un froncement de sourcils le thé que lui servit la tante Roselyne. Bérénilde accueillit le compliment d'un battement de paupières étudié, mais son sourire était un peu raide. Pour la première fois, le sourire que lui destina la belle veuve ne ressemblait pas à l'une de ces expressions sur mesure qu'elle se composait avec la dextérité d'une actrice. Ce disant, il élargit son sourire de presque 1 centimètre et il sembla à Charlie que c'était la mesure exacte d'un mensonge. À sa vue, son visage se fendit d'un sourire. Les lèvres sacrifiées de Lucky se sont retroussées dans une tentative de sourire. Elle m'adressa un sourire où perçait l'amusement. Ophélie se souleva sur un coude et promena un regard myope sur la chambre. Lucien posa un coude sur la table et couvrit sa bouche de sa main. Cassian rejeta la tête en arrière et éclata d'un rire sonore qui se répercuta sur les pierres rouges de la villa.
Joseph le remercia et sortit en saluant avec emphase la réceptionniste de plus en plus irritée. Nathaniel ne laissait jamais transparaître de mécontentement. Le calme et la clarté du jour apaisaient ses craintes. L'autre déguisa sa surprise du mieux qu'il put derrière une petite moue et un bref hochement de tête. Il nourrissait parfois un sens du drame un peu trop criant au goût du roi. Son agacement se traduisait alors par une crispation des épaules qui produisait une petite vague sèche dans la grande mer de son pull. Mais il y avait chez lui une dureté, un côté calculateur qui contredisait son sourire amical. Enfoncée dans son oreiller, elle s'efforçait de débrouiller le fil des émotions qui se nouaient dans sa poitrine. Le soulagement d'être en vie avait lentement cédé le pas à un arrière-goût amer. « Savez-vous seulement ce que c'est que d'avoir faim ?» poursuivis-je, tandis que ma fureur grandissante balayait en moi toute prudence. Il avait beau essayer de la chasser, l'inquiétude revenait constamment le tenailler comme un accès de mauvaise conscience sans lui laisser le moindre repos. Toute une palette d'expressions se peignit sur le visage de Garceau, qui, d'abord étonné, passa à une mine faussement offusquée, puis contrite, puis finalement malicieuse. Il était inutile d'entretenir cette illusion. Il lui répondit sans trahir la moindre émotion. La douleur oblitéra toute réflexion. La souffrance épingla la jeune fille contre la roche. Ses muscles protestaient sous l'effort, pourtant elle ne s'arrêtait pas avant d'avoir atteint la seconde corniche. La douleur sourde qui s'était dilatée dans sa tête s'évadait maintenant vers la nuque en élancement aigu. Thorne retrouva instantanément la possession de ses mouvements et de ses mots. Je me détournai de la fenêtre pour aller me coucher. Il ne portait pas de masque, rien qui pût dissimuler la souffrance déformant ses traits d'une finesse surnaturelle. Une aspérité désigne une inégalité, une rugosité ou un saillie, partie en relief, qui rend une surface rude au toucher. Le terme s'emploie également au figuré pour décrire une rudesse de caractère, une voix rauque ou un style littéraire heurté. À peine avait-il calé son pied sur une première aspérité que son genou se rappela à lui. L'explosion de douleur le fit retomber au sol, frissonnant de tout son corps, baigné de sueur. Je cherchai mon poignard à tâtons, mais ma main ne rencontra que des couches de tissu déchirées. Il poussa un soupir excédé. Le profil de mon ravisseur se découpe nettement.